Bonjour, aujourd'hui je suis avec Fabien et Jérémy du studio Pasta Games et avec Médoc et nous allons parler de Rayman Jungle Run. Bienvenue dans Extra Life. Alors, est-ce que vous pouvez déjà commencer par vous présenter tous les deux et nous parler un petit peu de votre parcours dans le milieu du jeu vidéo, brièvement? Je m'appelle Fabien Delpiano. Dans le jeu vidéo, j'ai commencé chez Pasta Games. Après, j'ai continué chez Pasta Games. Maintenant, je suis chez Pasta Games. T'es fondateur du studio, je crois, peut-être. Je suis fondateur du studio. Ça explique. Le studio a 11 ans, 12 ans. Ouais. J'ai fait un truc assez bizarre, c'est que j'ai créé un studio de jeux vidéo sans avoir jamais bossé dans les jeux vidéo avant. Ok. Je sais pas si c'était une bonne idée, en tous les cas, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, on a fait un petit peu de tout dans le domaine des jeux vidéo. On a toujours fait au départ, ça s'appelait Pasta Games, ça s'appelait Pastaga. Ouais. Et en fait, notre baseline, c'était des jeux vidéo pour l'apéro. Ouais. Donc, c'est des petits jeux vidéo pour faire des petites parties courtes pendant qu'on prend l'apéro avec les copains. Okay. Donc, on n'a jamais voulu faire des AAA, on n'est jamais parti sur des grosses prods, on n'a jamais eu des envies d'avoir 200 personnes dans un gros studio pour faire des gros machins. Et on est toujours resté sur cette idée de faire des petits jeux. Après, au départ, on les faisait dans les navigateurs. Avant que Flash sorte, c'était à l'époque où on faisait des applets. Okay. Après, on a fait des jeux mobiles sur les téléphones iMode, à l'époque où Bouygues avait lancé les premières applications téléchargeables sur téléphone en 2002 ou 2003. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Après, on est parti de là, on a fait à peu près tout ce qui existait comme feature phone. Donc, c'était avant les smartphones, donc tous les machins Java pourris. Ouais. Après, on a commencé à faire des smartphones, mais là encore, il y avait les Windows CE, les Palm, les Symbian, les machins, donc c'était l'horreur. On devait faire 200 versions différentes du même jeu, c'était horrible. Après, on a décidé que ça, on n'allait pas survivre en faisant 200 versions différentes du même jeu, donc il fallait faire plus simple. Donc on allait vers la DS, à l'époque où la DS, Nintendo ouvrait un peu ses portes aux petits studios. On a fait « Bonjour, grand monsieur Nintendo, nous on est tout petits, est-ce qu'on pourrait avoir un kit de développement ?» Ils nous ont demandé « Est-ce que vos locaux ferment à clé ?» On a dit oui. Bon alors d'accord. Ok. Donc on a fait de la DS pendant 4-5 ans. Et vous avez fait d'ailleurs Maestro Jumping Music, ouais. Un excellent rhythm game qui est sorti donc sur DS et dont on avait consacré en fait au jeu un petit reportage qui est visible sur Nolaf Online. Voilà, ouais. C'est dit. C'est une chouette vie. Et ensuite la DS est morte. D'ailleurs, au moment où Maestro est sorti, c'était sympa. Donc il a fallu faire autre chose. Coup de bol, la mort de la DS et la naissance de l'iPhone ont été vaguement concomitantes. Donc on est parti sur l'iPhone. Et puis on a suivi cette plateforme-là pendant un moment qui était assez sympa parce qu'elle était homogène. C'est-à-dire on n'avait pas besoin de faire 1 million de versions. Android n'était pas encore sorti, on n'avait pas encore 1 million de concurrents qui avaient un App Store. Donc on s'est dit si on pouvait faire une version d'un jeu, le vendre sur une plateforme de développement. Pour nous qui sommes l'équipe, c'est entre 4 et 10 personnes en fonction des époques, on ne peut pas gérer plein de versions différentes. Donc si on a une voie sur laquelle commercialiser nos jeux, pour nous c'est vraiment l'idéal. Donc l'iPhone c'était vraiment sympa. Comme d'habitude, on fait toujours un peu de presta et un peu de créa. Donc en plus l'iPhone, les gens étaient demandeurs de jeux, de prestations, etc. Donc c'était une bonne plateforme aussi pour faire rentrer des sous en presta. Et puis ensuite, on s'est dit il y avait plein de plateformes qui sont arrivées, les Android, les Windows, les machins, etc. Et généralement, le côté sympa quand il y a une nouvelle plateforme qui se lance, c'est que les nouveaux qui arrivent sur le marché sont assez demandeurs d'avoir des contenus. Donc voilà. En tous les cas, il y a une visibilité de line-up. Après, il n'y a pas forcément des volumes, mais généralement, ils sont arrangeants en disant ouais, venez chez nous, on va s'arranger quoi. Donc chaque fois qu'il y a une nouvelle plateforme, on essaye d'y aller pour prendre un petit peu de sous à droite, un petit peu de sous à gauche. Donc du coup, on a petit à petit couvert plus de plateformes. Et on est arrivé de nouveau aujourd'hui dans le merdier de l'époque des feature phones, c'est-à-dire qu'on fait de nouveau des nombres hallucinants de versions du même jeu grâce à Android qui nous permet de retrouver nos amours de jeunesse. Et il y a un bug sur ce device, mais pas sur celui-là, mais sur celui-là, toi tu me dis que t'as un bug, toi non. Ah oui, mais c'est parce que c'est pas le même firmware. Enfin, ah oui, c'est parce que derrière c'est pas le même hardware non plus, alors que c'est la même référence. Voilà, on retrouve tout ça, donc on est content. Et comme on commence à avoir un petit peu plus d'expérience et un petit peu plus d'outils, on peut commencer à faire aussi des jeux sur console et sur PC. On peut faire des jeux qui restent... On reste sur des jeux courts.
Par contre, on commence à pouvoir faire des jeux courts sur des plateformes un peu plus grosses, parce que maintenant, les consoles un petit peu plus grosses, les consoles de salon, grâce au démat, s'adaptent au business model de petits jeux qui coûtent 3, 4, 5 euros, et qui sont typiquement les jeux qu'on fait nous. Donc du coup, on commence aussi à faire des jeux sur les plateformes un petit peu plus musclées. On a fait... on a fait Arkido série Pixel, voilà, donc le troisième, donc en collaboration avec Arkido, qui partage d'ailleurs, vous partagez les mêmes locaux. C'est ça. Je crois que vous avez fait aussi la version PSN de Hellier. Absolument, on a fait la version PSN de Hellier. Oui, on a fait juste la prog. Et puis là, on est en train de bosser sur un autre jeu qui sortira sur des machins dans les salons. Ok. Et vous avez fait également Rayman Jungle Run, mais juste avant d'en parler, Jérémy. Alors, moi, je travaille chez Pasta Games depuis presque 2 ans. En fait, j'ai vu le reportage sur No Life qui parlait de Pasta Games. Tu me regardes comme ça. Non, mais fierté. Et donc, c'est pour ça que tu as contacté Pasta Games. Quelques temps plus tard, je vais chercher un stage. Je me suis dit, tiens, ils ont un nom rigolo, je les ai déjà vus. Et puis, et du coup, je les ai contactés. Ils m'ont dit, ah, allez, viens, regarde tout ce qu'on peut faire. Et on a fait... après des trucs sympas, genre... On a fait des tas de trucs qui sont portés à la poubelle. On a fait un Maestro 3D dont personne n'a jamais regardé. Super prototype. Après, moi, j'ai travaillé aussi sur la version du coup PSN de Allier et sur Rayman. Rayman Jungle Run, tu fais la programmation, la programmation des outils, c'est ça? Tout ce qui était technique, le moteur, c'est moi qui m'en suis occupé, pas tout seul, mais moi, j'étais là du début jusqu'à la fin. Donc toi, tu es programmeur? Programmeur, oui. Ok. T'as commencé comment en programmation du coup? C'est très jeune, t'as fait une école? Ouais, sur la calculatrice, faire des jeux au lieu d'écouter les cours, des trucs comme ça. Et après, oui... tu faisais des trucs, genre tu faisais des opérations et quand tu retournais ta calculatrice, il y avait marqué boobs. Je crois que c'est le ouais, je crois que je l'ai fait ça, ouais. Mais après, sur les calculatrices genre Casio, il y a un moyen de les programmer un petit peu, de faire des petits jeux un peu nuls. Et 84 choses. Ouais, voilà. Moi, j'avais une Casio, c'était un peu le combat entre TI et Casio. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des jeux. Et puis programmation sur le tas. Du coup, t'as pas fait d'école spécifique? Si, après j'ai fait la fac, c'était au lycée, et après je me suis dit, la programmation c'est cool, je vais continuer. Et j'ai fait la fac. D'accord. Je me suis un peu spécialisé dans les moteurs 3D, et voilà. C'est pour ça qu'on a pris chez Pasta Games. Oui, à la base. Spécialisé dans les moteurs 3D avec vraiment des rendus hyper bossés. On s'est dit, il faut qu'on le recrute, quoi. Logique. Alors Rayman Jungle Run, donc on va le décrire brièvement. Donc il est sorti en septembre à la fois sur iOS et également sur Android, une semaine plus tard. Et donc du coup c'est un one-button game qui reprend un petit peu l'univers de Rayman Origins, qui reprend également les graphismes, un petit peu cet univers graphique de Rayman Origins. Donc le jeu est juste méga super beau, il se joue super méga bien, et il a reçu plein de prix en 2012, et c'est clairement genre une des surprises quoi. Nous aussi on a été surpris. Et donc comment s'est passé parce qu'il a été co-développé donc par vous, Pasta Games, mais également par Ubisoft Montpellier. Donc comment s'est passée la relation et déjà la prise de contact? Comment vous êtes venu à développer ce jeu? Ouais. Donc ça s'appelle un coup de bol. Ça s'appelle, je reçois un mail d'un vieux copain qui s'appelait Jordan Mechner, qui est donc le monsieur le prix de Persia et de Karateka et tout ça, et qui chaque fois qu'il passe sur Paris me dit on va se boire un coup, on se voit le soir, etc. Et il me dit ça te dérange pas si j'amène mon copain Michel? Non. Viens avec ton copain Michel, on fera connaissance. Et donc on se retrouve dans le resto, je vois le copain Michel, je dis j'ai déjà vu cette gueule quelque part. Bonsoir, Fabien, Michel, Fabien. Puis en fait, Jordan n'était pas là, donc on commence à discuter avec Michel. Ah, ça c'est cool, tu connais Jordan aussi? Bah ouais, on se connaît depuis un moment. Ah, c'est cool. Tu fais quoi dans la vie? Je fais des jeux vidéo, j'ai un petit studio. Ah ouais, c'est marrant, moi aussi je fais des jeux vidéo. Et tu fais quoi? T'as fait quoi comme jeu vidéo? Moi j'ai fait des trucs, j'ai fait, je sais pas, tu connais Beyond Good and Evil, Lapin Crétin, Rayman. Ce mec-là est un mytho. Ok, moi je vais te dire la vérité. Moi j'ai fait des petits jeux sur DS, j'ai fait Maestro Jumping Music, et là il me fait ah ouais, je connais ça, on a regardé à l'époque où on faisait Rayman, c'est un jeu cool, mais t'as fait quoi d'autre? Pixel Love Rush. Ah ouais, je connais les gars de Pixel Love. Bon, t'appelles comment? Mais c'est quoi ton nom de famille? Michel Ancel? Fabien Lapino. Ah, c'est le copain Michel, donc d'accord, très bien. Et donc voilà, on a passé la soirée à discuter, à boire des coups. Et il était en pleine promo de Rayman, justement. Il était venu pour faire la promo de Rayman, il faisait des interviews à droite à gauche, parce que sinon c'est rare qu'il sorte de Montpellier, en fait. C'est vrai.
C'est ça, d'habitude, il faut aller le voir là où il est, parce qu'il faut le sortir, c'est compliqué. Et il aime pas. Et donc là, il était venu à Paris, et donc il me dit, ah bah tiens, attends, j'ai des boîtes de Rayman Origins, mais vous bossez toujours sur la DS, parce que c'est mort la DS. Non, bah non, on fait plus de la DS, on fait de l'iOS. C'est cool l'iOS. Tu penses pas qu'on pourrait faire tu vois, le jeu en boîte, là, qu'on pourrait le faire sur un iOS? Donc moi, à l'époque, j'avais vu que des démos, je l'ai pas encore joué, puisqu'il était pas encore sorti. Donc je fais, comme ça, je dirais plutôt non. C'est quand même un gros truc, quoi. Et puis les iOS, c'est quand même des petites machines. Ah ouais, mais les ingénieurs, ils me disent ça aussi, ils me disent qu'on peut pas faire ça. Mais moi, ça m'emmerde, j'aimerais bien faire une version mobile. Mais même si on simplifie des trucs, t'aurais pas envie qu'on bosse ensemble? Et moi, c'est une époque, j'étais super content parce qu'on venait déjà de signer avec Sega pour faire Hellier. Et on en avait encore pour 8 mois de prod, en fait, dessus. Et donc je dis ouais, ça aurait été cool, mais non, ça tombe mal, quoi. Là on est full up pendant 8 mois, en plus c'est de la PS3, on n'a jamais fait, c'est un boulot. En plus la conversion est assez compliquée parce qu'Arkedo a fait une version en C# XNA, et donc là il faut qu'on passe en C++ sur des bibliothèques OpenGL, il faut vraiment qu'on réécrive des trucs. Donc je vais te dire non, mais c'est con quand même. Et puis, puis on passe au soir, on parle d'autre chose, et puis on se dit au revoir, et puis il me dit, mais passe quand même nous voir à Montpellier, que je te fasse voir un peu comment on bosse, et tout ça. Je dis, ouais, je passerai un jour, on verra. Et puis sur ce, j'oublie pas le rendez-vous, parce que c'est quand même sympa, mais quelques semaines passent, et puis je vais au TGS, là où j'avais rencontré celui-là d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ouais. TGS, le Toulouse Game Show. Voilà, Game Show. c'est ça, Toulouse, tu n'as pas entendu l'accent. Et donc, je le rencontre là-bas, et puis il se trouve que je vois dans la liste des invités VIP Michel Ancel. C'est quand même une occasion, donc je prends le téléphone, j'appelle Michel, je dis « tu veux pas qu'on sorte ensemble boire des coups ce soir ?» Il me dit « Mais oui, évidemment, viens, tu verras, il y aura d'autres mecs sympas, on va sortir, des mecs sympas. Ouais, il y aura You. » Et tu veux dire Yu Suzuki? Ouais, celui-là, ouais, il est vachement sympa. Ok, donc rebelote, là je me retrouve avec Yu Suzuki, avec Christophe Herral, et on passe une soirée à faire les cons, à boire des coups, aller au billard. On arrive dans un bar, coup de bol, il y avait une bande d'arcade, une MAME arcade, on passe la soirée à jouer à des vieux jeux MAME, on se dit « Ah putain, tu te rappelles celui-là? Ouais, mais ça c'est pas la vraie ROM, celle-là elle est... » Bref. Et donc on finit à 3h complètement bourré, et on sort du bar, et il me fait « Non mais attends, mais... c'est pas trop con qu'on essaie pas de le faire, ce putain de truc sur iOS, là, tout ça, parce que t'as du travail, tout ça, c'est débile, allez, viens, tu viens à Montpellier, puis tu vois, je vais te convaincre, allez, viens. » Je fais « Ne va pas me le dire 2 fois !» Donc voilà, une semaine après, j'étais à Montpellier, et puis il m'a dit « Bon, écoute, je te demande pas une réponse, mais... Alors, allez, tiens, t'as pas un disque dur ?» Si, tiens. Voilà, t'as Rayman Origins dessus, t'as tout, t'as les sources, t'as les codes, t'as les graphes, t'as tout. Dis-moi si tu peux faire quelque chose sur ça avec iOS. Donc je me retrouve dans la rue avec un disque dur, avec tous les sources d'Origins. C'est un peu bizarre ce qui se passe ces derniers temps quand même. Là, tu sais, tu bois des coups avec Suzuki, Jordan Mechner, Michel Ancel, et tu sors avec le code d'Origins. Bon, là pourtant je suis sobre, hein, j'ai rien vu. C'est bon, c'est quand même un peu bizarre. Il faut regarder le truc. On a regardé le code et c'était ultra bien codé. En gros, c'est codé vachement modulaire, quoi. Et donc, en regardant le machin, je me suis dit, il doit y avoir moyen de prendre, parce qu'il y avait quand même, je sais pas, 2200 classes, à peu près. Comme ça, ouais. Donc, chacune avait un certain nombre de lignes dedans. Mais comme tout est bien structuré et bien modulaire, tu te dis, bon, par exemple, on va reprendre juste le moteur physique, d'abord. On va prendre le moteur physique, on le sort, on essaie de le compiler, de l'exécuter sur iOS. Bon, il y a quelques petits problèmes, machin, mais enfin, on y arrive relativement rapidement, peut-être 2-3 semaines. Après on se dit, bon, maintenant, faudrait... Bon, là, donc la première fois que je suis redescendu à Montpellier pour leur faire voir ce qui marchait, je leur ai dit, regarde, on a 60 FPS, et il y avait juste des lignes. En fait, dans Rayman, les plateformes sont complètement vectorielles. Donc je descends avec un niveau complètement vectoriel, juste avec des lignes, et notre petit chat, celui de Pixel, qui sautait mais avec la vraie physique de Rayman. Okay. Donc je dis, voilà, bon, pour l'instant, on est à 60 FPS, et on a la vraie physique de Rayman. Bon, par contre, c'est moche. Mais la prochaine fois, on essaiera de faire moins moche. La fois d'après, on s'est dit, bon, allez, maintenant, on va prendre l'affichage des plateformes. Okay. Donc, il y a un super truc, ils appellent leur système de freeze, qui permet vraiment de dessiner les plateformes comme si tu dessinais une patate. Okay. Et automatiquement, ils se débrouillent pour te trouver la bonne herbe à mettre dessus, qui se termine un peu comme ça, avec des petites herbes comme ça, qui se termine un peu comme ça, puis en dessous, de mettre de la terre, et puis en dessous, de faire en sorte que la terre s'arrête comme ça. Toi, tu as fait une patate, et tu te retrouves avec une plateforme la plus belle que tu as vue. Donc ça, ce système-là, qui est assez malin, et qui est vachement bien fait, on l'a porté, et on a fait en sorte d'arriver à l'afficher, et puis...
Donc on a eu les plateformes qui commençaient à avoir une gueule de plateforme. Donc à la fin d'après, ils se sont dit, oh, regarde, les plateformes, c'est pas mal. Après, on a pris les animes. Donc là aussi, c'est un petit module indépendant, le système d'animation. Et là, par contre, quand on a vu les premières animes qui sont affichées, on a fait « Ah ouais, quand même, ça commence à avoir de la gueule, là. » Parce que, tu vois, les animes sont faites d'une manière hyper intelligente. C'est fait avec un principe qui est assez 3D, c'est-à-dire d'avoir un squelette et sur lequel on colle des patchs. Et donc, quand on fait des animations, c'est une succession de déformations de squelette et de changements de patchs. Et donc, les animations sont hyper smooth. Et tout en ayant une occupation mémoire assez faible. Parce qu'en fait, ce qu'on stocke, c'est pas chacune des étapes de l'animation. Ça, dans Rayman, ça serait juste inimaginable. Ouais, c'est uniquement le squelette et on génère les triangles à la volée. Et ça, c'est très bien parce que justement, une des problématiques, moi j'ai un vieil iPad, donc il n'y a pas beaucoup de place. Et donc rapidement, tu as des jeux quand même qui prennent une place de ouf. C'est ça. Et Rayman Jungle Run, ils prend pas trop de place. Donc j'ai pu l'installer sans souci et ça faisait plaisir. Absolument. Et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire une version universelle dans 50 mégas qui tourne sur des iPad 3, Retina, machin truc, sans avoir des gros carrés pourris, quoi. Et c'est parce que tout est. Et puis les planches sur lesquelles il y a les textures des bonhommes sont ultra optimisées. Chaque patch est enclavé dans l'autre. Enfin, il n'y a pas 3 pixels perdus, quoi. Donc on a vu ça et on a fait putain, il y a combien d'animations là dans Rayman? Et il y avait, je crois, 400 animations. Juste pour Rayman. Juste pour Rayman. Et chaque animation doit avoir entre 40 et 80 frames. Quoi. Je sais pas, ouais. Donc si tu devais faire la même chose en ayant une image par frame. Voilà, ça prend une place de ouf. Là, pour le coup, ça serait un jeu next-gen. Ça serait vraiment un jeu qu'on n'aurait pas pu porter, en fait. Mais vu comme le truc était bien fait, on a pu. Et donc là, on a commencé à voir les animations, voir les frises, mettre un background. Ça avait une gueule de Rayman. Donc c'était cool. Donc là, je suis descendu, je fais voir ça à Michel, il m'a fait « Oh putain, ah ouais, ça ressemble à Rayman. » Donc on était tous vachement bluffés, en fait, par le résultat. Et en fait, surtout, on avait commencé ce projet-là sur un budget marketing, en fait. Parce qu'en fait, Michel m'a dit c'est pas essayer de convaincre tout le monde qu'on va faire un Rayman mobile parce qu'on sait pas si on va y arriver ou quoi. Donc l'idée, ça serait, j'ai un petit budget marketing dans un coin, on va essayer de se faire un petit proto pour avoir une app gratuite qu'on mettra sur le store pour faire de la pub pour Origins, et puis ça ira, quoi. Et donc là, on a commencé à voir le truc, on fait peut-être qu'on ferait, ça donne envie de faire plus, quoi, comme juste pour l'instant, faisons notre petite démo. Et donc après, c'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on allait faire comme jeu, parce que ça s'affichait bien, c'est cool, mais là, il fallait faire un jeu avec. C'est Rayman Origins, donc ça joue avec une manette, c'est un jeu de plateforme. Voilà. Donc tout de suite, dès que tu veux faire du jeu de plateforme sur les écrans tactiles, c'est compliqué, parce que soit tu as des manettes virtuelles qui sont parfois pas complètement optimisées, que c'est un peu chiant, c'est un peu bizarre, soit tu as les systèmes, en fait, les petites bandes d'arcade ou autres qui te permettent de jouer quand même avec des pseudo-boutons, mais c'est toujours compliqué. Et donc vous êtes parti... On n'avait qu'une seule certitude en commençant la partie gameplay, c'est qu'on n'allait pas faire un VPad. Ça, c'était un virtual pad, c'était juste pas possible. Donc on s'est dit deux choses, on veut faire un jeu qui n'est pas de virtual pad, qui ait un mode de contrôle qui soit naturel pour l'iPad, et qui tourne à 60 FPS. Voilà, ça c'était les deux trucs, parce que les jeux qui sont pas à 60 FPS, qui sont des jeux d'action rapides, on est super frustrés, et quand on met un VPad, on a envie de le foutre par la fenêtre, et on se dit, c'est dommage, ce jeu est bien, mais j'aimerais y jouer sur autre chose que sur un device tactile. Donc, à partant de là, on a essayé des trucs. Au début, la première idée qui nous est venue, c'était de faire comme Monster Dash, qui était quand même une réussite dans son genre, c'est-à-dire un bouton tu sautes, un bouton tu tires. Donc, on est parti là-dessus, et rapidement, on s'est aperçu que c'était cool, ça marchait bien. Mais en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé exactement le même moteur que Rayman, c'est-à-dire on n'a pas changé rien au contrôleur de Rayman. Parce que le contrôleur de Rayman, c'est la cathédrale de Chartres des contrôleurs, quoi. C'est 1500 lignes de code. 15 000. 15 000 lignes de code. C'est ça. J'ai passé beaucoup de temps dessus aussi. 15 000 lignes de code pour juste dire qu'est-ce que fait Rayman, à quel moment, quelle animation il déclenche, comment il réagit, quand est-ce qu'il s'accroche, quand est-ce qu'il tombe, est-ce qu'il accepte de sauter alors que... Et il y a des trucs de dingue, du genre, je suis en l'air, j'appuie sur le bouton de saut, évidemment je saute pas. Je suis par terre, j'appuie sur le bouton de saut, je saute. Facile. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis en train de tomber, je suis pas encore complètement sur le sol, mais le mec il appuie. Et là, normalement, d'un point de vue logique, tu dis, non, il est en l'air. Donc je saute pas. Mais toi, en tant que joueur, quand tu vois ton bonhomme qui est tout près du sol, dans ta tête, tu as une frame de décalage dans ton cerveau, donc tu as envie qu'il saute. Et s'il saute pas, t'as cette fois dans ces jeux où tu fais « Eh merde, il se passe quoi là ?»
Donc, tout le contrôleur passe son temps à anticiper ce que tu as envie de faire, ce que tu voulais dire. En fait, t'es un petit peu en avance, mais donc il bufferise des machins, il les garde sous le coude, mais si au final il se passe ça, alors on oublie. Par contre, s'il se passe ça après, ben en fait, on en tient compte. Et donc, ça gère tous les cas merdiques d'une manière géniale, quoi. Donc, on s'est dit, bon, 15 000 lignes, on va pas refactorer ça pour en faire quelque chose, on va jamais avoir aussi bien, de toute manière. Donc, on a intérêt à le récupérer tel quel. Mais donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper ce que le mec fait avec son doigt sur l'écran, quoi qu'il fasse, sur des contrôles manettes. Ouais. On va générer des contrôles manettes, logiciellement, et on va le balancer au contrôleur. Et le contrôleur va faire ce qu'il fait d'habitude, parce qu'il le fait très bien. Okay. Donc maintenant, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on générait des contrôles manettes à partir de ce que le mec faisait sur l'écran. Donc la solution, la première, la Monster Dash, consistait à dire, bon ben, j'envoie tout le temps des signaux de je vais vers la droite et je run. Ouais. Comme si j'étais dans un niveau coffre à pattes. Un niveau coffre à pattes, quand tu y joues, tu t'aperçois que tu as toujours appuyé là, et tu ne réfléchis pas, tu ne fais que sauter, puncher. Donc tu dis, ça marche, sauter, puncher, c'est le bon gameplay. Donc on a implémenté ce truc-là, et ça a marché tout de suite. On a fait un truc, on a fait, putain, c'est trop bien. Et cela, on s'est aperçu que, du coup, ça nous donnait, ça marchait très bien pour des niveaux où on partait à gauche, on finissait à droite. Et puis du coup, là, on s'est dit, donc on va commencer à mettre des interacteurs, on va rajouter des interacteurs, tout ça. Et là, c'est là qu'on s'est dit, non, mais en fait, on va faire autre chose. Non, c'est pas bien, on va faire des niveaux going down, le niveau où on tombe. Et en fait, on va contrôler Rayman différemment. Donc on va prendre la tablette verticalement, et avec le doigt, quand on appuie, on est en mode hélico. Quand on lâche, on n'est pas en mode hélico, on tombe. Et quand on appuie et on slide, on se déplace gauche-droite. Okay. Et donc, on a des niveaux qui sont des puits, et donc on doit éviter des trucs, voler, ralentir, aller à droite, à gauche, etc. Donc, on a codé ça. On a laissé tomber la version d'avant, on a codé ça. Et donc là, on tenait le device verticalement. Et puis après, on s'est dit, c'est pas mal aussi. Et après, on s'est dit, on va faire mieux, on va faire les deux. Donc, quand tu es horizontalement, ça va être tu cours, tu punches. Et il y a des moments où, crac, tu retournes la console, et là, tu vas en hélico, puis après, tu retombes, et clac, tu retournes la console. Donc, on a codé ça. Et c'était chouette. Enfin, on avait vraiment l'impression d'avoir deux gameplays avec une continuité sans couture, quoi. On passait de l'un à l'autre, et puis en plus, on tournait le device, l'écran s'adaptait, puis là, on avait une vision plus verticale, puis on tournait. C'était très chouette. Et puis après, au bout d'un moment, on s'est calmé, on a fait, bon, c'est cool ce qu'on a fait, c'est un peu compliqué. Parce qu'on veut Rayman, c'est quand même un jeu pour tout le monde, pour les enfants, on veut que les gamins puissent jouer. Là, on va commencer à demander à des gens de tourner le truc, de machin, de faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, c'est sympa. Mais c'est compliqué. Okay. Donc c'est quoi? On va faire plus simple. Donc on a jeté tout ce qu'on avait fait de compliqué, on est revenu au truc initial. Par contre, on a commencé à mettre des GPE, on a commencé à faire des niveaux. Et on s'est dit, bon, c'est super, mais c'est chiant qu'on court toujours de gauche à droite, quoi. Ouais. On n'a pas l'impression d'être très libre. On a l'impression qu'on est vraiment sur des rails extrêmement sévères. C'est running game pur. Et c'est vraiment dur. Voilà. Par contre, il y avait quand même le côté wall jump, il y avait quand même le côté on se balance, etc. Par contre, on allait toujours dans la même direction, toujours. Et on ne pouvait pas vraiment changer de passe, etc. Donc, on s'est dit, mais on a des tas d'interacteurs qui, naturellement, suggèrent le changement de direction. Par exemple, j'arrive, je saute contre un mur, je fais un saut vers l'arrière, un wall jump, et lorsque je fais mon wall jump, comme je continue à appuyer à droite, très rapidement, hop, il repart à droite. Je dis, oui, mais on pourrait faire que le wall jump change de direction. À partir du moment où je fais un wall jump, en fait, je pars à gauche. Ouais. Là, je cours à gauche. Je m'accroche à un swingman, donc les petits bonhommes bleus avec les bras là. Donc je me balade, et puis si je lâche à gauche, je m'attends à ce qu'ils partent à gauche. Et si je lâche à droite, je m'attends à ce qu'ils partent à droite. Donc on va passer notre temps à avoir une direction par défaut, qui est celle dans laquelle l'utilisateur irait naturellement s'il avait une manette, et on s'aperçoit que c'est complètement prédictible. En tant que joueur, on est sur des rails. Quand on a fait prédire ce que fait un joueur en fonction du moment où il saute, c'est super simple. Donc on a fait ça. Donc on s'est dit, on va rajouter une espèce de micro-IA qui devine où veut aller le joueur en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et puis de temps en temps, s'il finit dans un cul-de-sac, on fait « allez ». Voilà. Et donc là, on triche un peu, on fait « non, mais en fait, c'est pas ça que tu voulais faire » et on change la direction. Et on a commencé à coder ça et on s'est aperçu qu'avec ça, on pouvait vraiment sortir du running game et faire un vrai jeu de plateforme, une touche, où on va à peu près où on veut. Alors, à peu près, c'est à peu près. C'est-à-dire que de temps en temps, en gros, les moments où on aimerait qu'il y ait un stick, c'est le moment où on a des regrets. On a loupé un lum, on l'a laissé passer et on fait « merde !» On a laissé un lumi. Voilà. Donc du coup, la conclusion, c'était bon. Donc du coup, ces problèmes de regrets, ils ne sont emmerdants que si les niveaux sont très longs et que recommencer, ça fait recommencer 4 minutes de gameplay.
Si on fait des niveaux courts, genre 40 secondes, le regret, tu as laissé passer ton lune, tu fais « Eh merde !» hop, retry, et tu recommences. Donc du coup, le regret, on l'oublie en fait, c'est plus très grave. Et donc du coup, ça nous a calibré la taille des niveaux. Au départ, on voulait faire des niveaux vachement lents, et puis petit à petit, on s'est dit « Non, en fait, 1 minute... » Donc au départ, on a toujours cette métrique de partie de 5 minutes. Ouais. Quand on est sur un truc mobile, à peu près, notre span d'attention, avant qu'on fasse autre chose, c'est 5 minutes. Donc on va faire des niveaux de 5 minutes. Puis en fait, on s'est dit non, parce que voilà, regret, donc du coup, il faut qu'on puisse refaire plusieurs fois le même niveau. Donc pour pouvoir refaire plusieurs fois le même niveau et qu'au total, ça fasse 5 minutes, il faut que chaque run dure moins globalement 1 minute, quoi. À peu près 1 minute. Et puis finalement, on s'est même dit que pour avoir un retry qui soit pas trop frustrant, moins d'1 minute, c'est mieux. Ouais. Donc on est arrivé sur 45 secondes à peu près. Okay. Donc du coup, là, on avait à peu près le format. C'est-à-dire on avait un truc dans lequel les directions peuvent changer au cours du temps en fonction de ce qu'on fait, plus des niveaux courts, plus la dernière chose, c'est qu'on veut que ce soit accessible par tout le monde, donc que des gamins puissent y jouer et que des grands puissent y jouer, qu'on puisse finir les niveaux, ne pas être bloqué, ouais. Que en gros, à moins que vraiment on n'y mette vraiment pas du sien, on puisse difficilement rester bloqué dans le jeu. Ouais. Mais du coup, il fallait avoir 2 niveaux de lecture pour les niveaux, c'est-à-dire un niveau où je vais juste finir, rester vivant, et un niveau de lecture pour les gens qui sont un petit peu plus exigeants et qui ont envie de se battre. Ouais. Donc là, on n'a rien inventé. Le coup de faire 100% sur un machin, c'est super classique. Donc on s'est dit, on va faire des chemins. Le chemin masterclass avec Lums, on les chope tous. Et là, on s'arrange pour qu'il y ait un vrai challenge, que ce soit compliqué. Et puis, tuer le joueur. Ben, pendant tout le premier monde, on s'interdit de tuer le joueur. On ne peut pas mourir. C'est comme ça. Les stats montrent qu'il y en a quand même qui arrivent à mourir dans certains cas précis. Mais bon, globalement, on ne tue pas les gens. Ouais. À partir du niveau 2 où on commence à voler, on commence à voler. Bon, pour voler, il faut qu'il y ait du vide. Pour qu'il y ait du vide, bon, de temps en temps, on va le laisser tomber quand même pour qu'il ait l'impression d'être haut. Donc à partir du niveau 2, on commence à tuer le joueur, mais on ne le tue pas volontairement. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu attention. On lui dit attention, et puis s'il meurt, il meurt. Mais on va pas faire ah, je te tue. Donc ça, on est arrivé assez rapidement à avoir cette idée de faire des niveaux qui soient finissables facilement, avec un trajet parfait qui est un peu compliqué. Et puis on avait quand même le regret de se dire, bon, on fait un jeu pour tout le monde, mais on aimerait bien aussi faire un jeu pour nous. Tout le monde, il y a nous dedans aussi. Et nous, on aime bien les trucs qui sont hardcore, quoi. Les trucs qui tuent. Et là, pour le coup, mais qui tuent méchamment, qui font des sales coups, des die and retry. Ça fait plaisir de temps en temps, un petit die and retry. Donc, on s'est dit, ok, mais alors on le sort de la chaîne de progression du jeu. C'est-à-dire que si je joue les niveaux les uns après les autres, on ne passera pas par ces niveaux de die and retry, parce que sinon on va avoir des bloqueurs. Et on veut pas avoir des trucs où paye 89 centimes pour arriver à passer le niveau. Voilà. Donc on veut que on puisse finir le jeu sans avoir de die and retry, et après avoir une deuxième lecture de ah, tu as bien joué, donc tu as débloqué des niveaux qui tuent. Donc ça tombe bien, il y avait déjà ça dans Origins, c'était le monde de la mort, sauf que c'était tout un monde qui était accessible qu'à la fin, et qui était tellement exigeant en nombre d'Electoons qu'au final, peu de gens y sont arrivés. Il faut vraiment avoir des furieux comme celui-là pour arriver à débloquer le truc. Lui, tu l'as débloqué en 2 semaines Surtout, j'ai joué sur la Wii. C'est ça. C'est vrai, t'étais au ralenti, c'était plus facile. Non, mais les boutons, ils font mal à force. Et donc, on s'est dit, on va donner un petit peu de monde de la mort à tout le monde. Ouais. Donc, premier monde où on ne fait que sauter, c'est un monde de la mort avec le saut. Et on va faire... En gros, même avec un saut, on peut tuer les gens. Après, avec le vol, on peut aussi tuer les gens. Enfin, on peut toujours tuer les gens. Et donc là, on s'autorise à être dégueulasse. On s'autorise à ne pas toujours tout annoncer. On s'autorise à donner des fausses indications. Genre, là, tout est fait pour que tu crois qu'il faut sauter. Et ben non. Comment je pouvais deviner ? Tu peux pas. Je pense que c'est là où les level designers s'éclatent le plus, non ? C'est notre tendance naturelle. Ouais. Quand tu fais un jeu... Côté sadique. Non. On entend les game designers, les level designers qui rigolent dans les coins quand on perd. C'est pas une question de sadisme, c'est que quand tu fais un jeu, tu travailles dessus pendant 1 an, et tu y joues tous les jours, matin, midi et soir. Forcément, si au bout d'un moment, t'as pas un petit niveau dans le jeu, c'est que t'es un polio, quoi. Ouais. Donc, au bout d'un moment, t'es bon dans le jeu. Et donc, toi, tu t'amuses lorsqu'il y a de la difficulté, lorsque le jeu te résiste. Et toi, quand tu fais quelque chose, t'as envie de t'amuser. T'as envie que tu te dis, les gens s'amuseront si je m'amuse. Donc, tu penses pas à mal. Tu penses à faire un truc dans lequel toi, tu t'éclates. Et forcément, tu fais des trucs dans lesquels toi tu t'éclates et tu fais putain là j'ai un niveau mais il est super, quand tu joues tout le monde est là, c'est génial. Jusqu'au moment où tu fais un focus test. Et là tu t'aperçois que les gens ils s'amusent pas du tout.
Et donc c'est souvent le problème quand tu fais tes premiers jeux, c'est que tu fais et que tu fais pas focus test, parce que le focus test c'est quelque chose qui vient quand tu as les moyens de les faire, etc. Beaucoup trop dur. Tu fais des trucs qui sont hardcore durs et tu t'en aperçois même pas vraiment. Et c'est la première fois que, parfois c'est quand le jeu sort, que les gens s'aperçoivent que leur jeu, il y a que qui savent y jouer, quoi. Et donc là, l'avantage, c'est qu'avec Rayman, on avait Ubi Montpellier qui avait l'habitude de faire des trucs, et qui avait l'habitude de faire des trucs trop durs, et qui nous a dit sur le monde de la mort, ce que vous voulez. On ne va pas négocier ou tuer les gens. Avant, il faut que vous annonciez tout, qu'on ait toujours le temps de réagir, qu'il n'y ait jamais de coup de pute, qu'il n'y ait jamais de fausses indications, etc. Donc ils ont l'équipe de Michel a une expertise absolument hallucinante sur capturer le savoir-faire dans le level designer. C'est-à-dire, par exemple, chaque interacteur annonce quelque chose. Il veut dire quelque chose. Chaque plateforme annonce quelque chose. Une plateforme qui s'arrête avec une petite plateforme en dessous, c'est un appel au saut. Le mec va arriver là, il va avoir envie de sauter. C'est la Nintendo, comme voilà, Mario. C'est exactement tout ça. L'objet définit sa fonction. Exactement. Donc, et tu as des métriques surtout. Sur telle plateforme, c'est un appel au saut, donc le mec, il va sauter entre là et là, le saut, il fait à peu près tant, donc si tu mets un truc là, c'est dégueulasse, si tu mets un truc là, c'est dur, si tu mets un truc là, c'est bien. Et donc, ils ont passé leur temps à nous dire, alors, voilà les métriques, voilà voilà ce à quoi on est arrivé comme conclusion, ça marche comme ça si on le fait comme ça marche pas, ça si on le fait ça, c'est drôle, ça si on le fait comme ça, c'est dur. Ils nous ont filé des tas de connaissances sur leurs interacteurs. Et du coup, ça nous a effectivement simplifié la vie d'une manière phénoménale. Parce qu'il a fallu refaire tous les niveaux, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas, avec ce gameplay dans lequel on ne contrôle pas à chaque seconde ce que fait le petit bonhomme, on ne pouvait pas garder les niveaux de Rayman. Parce que le niveau de Rayman, il n'y a que les coffres à pattes qui sont adaptés, en fait, qu'on court tout le temps. Tous les autres niveaux, évidemment, on passe là, on revient là, on se pose la question, on s'accroche, on commence à aller à droite, puis en fait, nous, on va à gauche. Pas du tout dirigé. Donc on n'est pas du tout dirigé. C'est carrément différent. Donc voilà, donc on a dû refaire 40 niveaux, quoi. Puis 50. Le résultat est là. Toi, tu y as joué aussi. J'y ai joué un petit peu. C'est vrai que c'est très sympa, mais ce qui est aussi sympa, c'est que tu viens de nous raconter toute l'histoire. Mais c'est une expérience. Je sais pas si vous aviez prévu des questions. C'était juste surréaliste. On avait des tu questions. Tu ne poses pas de questions, il va tout te dire d'un coup. Voilà. C'était excellent. C'était vraiment du coup, très intéressant. très bien. Ouais. Du coup, Mortel, j'imagine que tu as réussi à transmettre l'envie aux téléspectateurs de l'essayer. Complètement. Est-ce qu'il y a une démo Il y a une démo ou pas où tu télécharges je crois que tu es obligé d'acheter le jeu tout de suite. Non, il n'y a pas de démo. Et le jeu, il coûte genre moins de 3 €. Ouais. Donc du coup, franchement, ça vaut le coup de l'essayer. C'est vraiment très bien. Est vraiment, effectivement, il est sympa. Ça change des one button games où tu te contentes d'avoir pris Moi, c'était une surprise quand j'ai commencé Rayman Jungle Run. C'est vraiment, tu te dis genre ok, c'est du pur one button game. Et puis au bout d'un moment, tu es là genre non, j'ai un minimum de contrôle sur je vais pouvoir faire demi-tour, essayer ce passage-là plus tôt. Et donc tu as un petit côté exploration qui est quand même présent, qui fait plaisir. Et puis en effet, donc les niveaux plus difficiles sont vraiment plus difficiles. Mais c'est sympa, c'est vraiment sympa. Et puis en fait, dans les niveaux très difficiles, genre les mondes de la mort, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait des leaderboards. On se demandait comment faire des leaderboards dans un jeu dans lequel t'as 100 lums, donc tout le monde a 100, bravo. C'est absurde. Donc on s'est dit on va faire sur le temps. Et donc on a fait les leaderboards de temps uniquement sur le monde de la mort, parce que le monde de la mort, ils ont une caractéristique, c'est qu'il n'y a pas de lune. Donc on ne dit pas par où il faut passer. Et donc dans les mondes de la mort, le but est de trouver le chemin le plus rapide. Et ce qui est très rigolo, c'est que la première fois que tu joues au monde de la mort, en première lecture, tu dis juste faut survivre. Et tu t'aperçois ensuite qu'il y a un leaderboard. Et tu t'aperçois qu'il y a des gens qui font 5 secondes de moins que toi sur le niveau. Et donc tu te dis, cheaté, c'est pas possible, j'ai fait le chemin, c'est par là, et puis il n'y a pas grand chose à gagner. Et puis là, tu commences à réfléchir, comment il fait cet enculé pour faire 5 secondes de moins que moi? Et là, tu commences du coup à passer dans une autre réflexion. Tu t'aperçois qu'il y a des chemins alternatifs, en fait, dans les mondes de la mort, il y a des tas de chemins alternatifs qui sont plus ou moins salauds, plus ou moins pourris, plus ou moins planqués. Et donc tu t'amuses à imaginer quel est le chemin le plus court. Et puis après, tu as encore un autre degré de lecture, c'est que tu dis, même quand tu as fait ça, tu t'aperçois que tu as plus 5 secondes avec le premier, mais tu as quand même 1 seconde et demie, quoi. Et 1 seconde et demie, c'est beaucoup, et tu t'aperçois que le chemin, t'as le meilleur. Et là, tu t'aperçois que dans les 15 000 lignes du contrôleur, il y a des tas de règles. Du genre, par exemple, quand tu files un punch en courant, tu fais un punch virevoltant et tu vas plus vite que quand tu cours. D'accord, donc tu rentres dans un délire là, tu rentres dans le super play. Voilà, tu vas chercher le petit détail qui fait que, genre, ok, là, je vais gagner 1/10 de seconde. Et là, tu dis, je vais puncher. Ah oui, mais pendant que tu punches, pendant un certain temps, tu peux pas sauter. Donc, du coup, tu dis, mais alors, il faut que mon punch se termine là pour sauter là. Et donc là, tu rentres vraiment dans les optimisations. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que tu te demandes, est-ce que dans le leaderboard, ça va se voir? Et là, oui, tu t'aperçois que, avant que les mecs se mettent à cheater et qu'ils fassent 0 seconde encore,
Parce que là, c'est con, parce que tu vois plus rien, quoi. Du coup, les 50 premiers, c'est ils font... toujours le ils cas, de font- toute façon, Non, ça oui, arrive bien toujours. sûr. Mais le problème, c'est que ça pourrit les leaderboards. Ouais, c'est chiant. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tu t'aperçois que les mecs, ils se tirent la bourre à 15 millisecondes, 18 millisecondes. Entre les premiers, tu arrives sur un niveau qui fait 40-50 secondes, tu arrives à avoir des différences de 15 milli. Et là, tu te dis, on a réussi notre coup. On a réussi à faire un truc où tu peux vraiment te taper la bourre sur un jeu qui est pourtant casu. Ouais. Mais t'as quand même des niveaux sur lesquels les mecs qui ont envie de se la donner peuvent se la Ils donner. peuvent. Et donc là, on était Pendant content une de ça. semaine, le top 5, il y avait des gens de Pasta Games et d'Arcade. Ça n'a pas duré. Hein. Ouais, Anthony et Dimitri, ils ont bien tenu, je crois. Ah ouais. Mais ouais, 1 ou 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Bien. On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait cette émission pour nous. Eh bien, merci Thierry d'être venu avec Excellent. nous. Et puis donc, Finalement, c'est vous à la les semaine invités. prochaine. Donc c'est cool. Donc on vous invite à jouer tout simplement à Rayman Jungle Run. On espère qu'il y aura d'autres choses. Il y a déjà eu 10 niveaux supplémentaires Ouais. proposés gratuitement. On a la possibilité de télécharger pour un petit peu d'argent des personnages supplémentaires. Donc on espère qu'il y aura d'autres contenus qui vont arriver, du contenu gratuit si possible. Et puis peut-être une suite, et puis peut-être plein d'autres choses. Mais en tout cas, on a hâte de voir... on a hâte de pouvoir continuer à y jouer, quoi, parce que moi je l'ai entièrement fini là. Ouais. Moi aussi. Bon. Encore merci, et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life.